qui vient du cœur du patronat du Québec et donc de l'entrepreneuriat québécois, et une vision qui a une hauteur économiste. Donc, elle était à l'Institut économique, donc où elle a publié des recherches sur la fiscalité des entreprises et des particuliers, sur la réglementation du travail, sur les finances publiques, les politiques sociales, l'organisation du système de santé et le financement de l'éducation post-secondaire. Elle est détentrice d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Montréal. Elle a été chargée de cours à cette même université. Elle a aussi été co-auteur en 2005 et 2006 du palmarès des écoles post-secondaires du Québec, publié par le magazine L'Actualité. Voilà quelques mots sur Madame Kozaya, qui nous fera l'honneur d'ouvrir cette session par une conférence justement sur la thématique d'aujourd'hui. Et on aura une vision québécoise, mais une vision surtout qui a une hauteur économique, on va dire, macro, donc à l'échelle plutôt d'une région, ou à l'échelle en tout cas d'un écosystème plus large que le système strictement universitaire. Alors nous avons trois panélistes de grande qualité, Madame Eliane Munkeni Kiekie. J'espère ne pas avoir écorché votre nom. Je suis ravi de vous avoir parmi nous, Madame. Elle est administrateur à la Banque centrale de la République démocratique du Congo, experte comptable, présidente du conseil d'administration d'Orange RDC. Elle est aussi la seule vice-présidente nationale au sein de la Fédération des entreprises du Congo. J'ai cru comprendre, Madame Kiekie, que vous êtes assez portée sur l'entrepreneuriat féminin. En effet, donc, comment? Femmes et jeunes, d'accord. Elle est membre du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo, conseillère du ministre de l'économie en charge de la fiscalité, de la protection industrielle, des PME, de la concurrence déloyale. Elle a aussi été portée présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs et prend également en charge des jeunes entrepreneurs et le secteur de télécommunications. Elle a initié un incubateur des projets pour la création des entreprises de femmes dénommé Pull Up Businesswoman et d'un autre programme national dont plus de 1000 femmes sont bénéficiaires sur les 11 provinces de la République démocratique du Congo. Ravi de vous avoir parmi nous. Madame Marie-Christine Chalut-Sauvanet, professeure des universités, Institut d'administration des entreprises IAE, Lyon, School of Management, chargée de mission entrepreneuriat pour l'université Jean Moulin, Lyon 3. On va voir une vision universitaire donc sur le système entrepreneurial, en tout cas porté par l'université et par le système académique. Responsable de l'équipe thématique de recherche Create, écosystème entrepreneurial, laboratoire Magellan. Ça. Alors, vous êtes aussi responsable du pôle d'enseignement et de recherche, stratégie, opération et décision. Chercheur reconnu spécialiste de l'entrepreneuriat, elle est vice-présidente en charge du développement de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Elle a fondé et dirige l'équipe de recherche appliquée en entrepreneuriat Create, plus d'une vingtaine de chercheurs, y compris des internationaux. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Veille stratégique à l'usage des décideurs ou encore la co-coordination de la résilience entrepreneuriale en période de risque et de crise. Elle publie régulièrement dans les grandes revues françaises et internationales. Ravi de vous avoir parmi nous, Madame. Alors, on a deux scientifiques, en tout cas, qui vont nous faire part d'un partage d'expérience, on va dire. Donc, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'entrepreneuriat, pardon, dans le domaine de l'entrepreneuriat en rapport avec les sciences de la santé. Donc, une belle expérience multidisciplinaire avec des équipes d'ingénieurs et d'étudiants en médecine. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Et nous avons ici notre ami, alors j'espère bien prononcer votre nom, Maunio Simon-Pierre Kitegui. Je suis ravi de vous avoir parmi nous. Vous allez nous parler d'une plateforme d'entrepreneuriat et d'une fondation qui a soutenu cette plateforme en Afrique. Et nous sommes impatients de vous écouter sur cette expérience de l'entrepreneuriat au Togo. Donc, vous allez parler de l'impact de cette plateforme au niveau du Togo ou d'une manière un peu plus globale. En Afrique. Très bien. Merci beaucoup. Puisqu'on est sur l'Afrique et sur des témoignages en Afrique, on va passer la parole à Monsieur Kitegui, qui va nous parler de l'entrepreneuriat en Afrique, en tout cas, une expérience particulière et cette plateforme. Donnez-lui le numéro du micro et il vous alimentera. Merci. Merci. Je commencerai par dire que Nelson Mandela
nous enseigne que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et ici, nous discutons de comment développer l'esprit entrepreneurial, puisque nous savons tous que les étudiants dans les filières pratiques, notamment la menuiserie, la couture et autres, créent plus facilement leur entreprise. Mais quand il s'agit de nos universités, on note un désintérêt. Et on se demande comment susciter cette envie d'entreprendre auprès de nos universités francophones. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, analysons ensemble un petit scénario. Supposons que ces jeunes sont donnés pour les former pour devenir des professionnels du football. Et donc, nous divisons le groupe en deux parties. Nous avons le groupe A et le groupe B. Au groupe A, nous associons comme formateurs des professionnels que nous connaissons déjà sur le terrain qui font leur preuve. Je prends M. Adebayor, M. Sadio Mané, M. Samuel Eto'o, M. Kylian Mbappé. Au second groupe, nous associons des professeurs agrégés d'EPS avec la spécialité football. Et la question est de savoir, de ces deux groupes, dans quel groupe avons plus la probabilité d'avoir plus vite des joueurs professionnels? Non, pas de doute que le groupe A sera sélectionné. Pourquoi? Pourquoi le groupe A? Dans le groupe A, M. Adebayor dira par exemple, voici ce que j'ai fait. Et il le fait avec les étudiants, qui m'a permis de jouer depuis le Togo, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'au Real Madrid, l'un des meilleurs clubs du monde. Mais dans le groupe B, on racontera des histoires. Voici ce qu'il faut faire pour devenir joueur professionnel. Voici ce que M. Kylian Mbappé a fait pour être aujourd'hui l'un des joueurs les mieux payés de la planète. C'est ce que nous dit aussi, excusez-moi, ouais, M. Darren Hardy dans son livre, L'effet cumulé, que le meilleur conseil, ça vient de celui qu'on veut ressembler. Alors tout ceci a inspiré un philanthrope nigérian qui s'appelle M. Tony Elumelu, le président de la United Bank of Africa, la seule banque subsaharienne en Afrique qui a une licence aux États-Unis. Il a créé le programme TEF Connect. En 13 ans, le programme a pu former 1,5 million d'entrepreneurs et générer plus de 2,3 milliards de dollars à travers les entreprises qui ont été soutenues. Ce programme est soutenu par la FD, la GIZ, Google et plein d'autres. Mais qu'est-ce qui fait la rareté, la particularité de ce programme? 7 piliers. 7 piliers. Alors, le premier pilier, c'est la Startup Enterprise Toolkit. C'est une plateforme numérique qui, pendant 12 semaines, forme le jeune candidat à l'art de créer une entreprise avec des entrepreneurs. Et ici, vous précisez le fait que les candidats sont formés au business model Canva. Comme le dit Facebook, une startup est une entité qui recherche un modèle d'affaires. D'une idée, on va d'abord un modèle d'affaires avant de passer au plan d'affaires qui est exécuté par une société. Le second pilier, c'est le mentorat. Tous les lauréats de ce programme ont un mentor qui est sélectionné par la plateforme. Un peu partout sur le continent, dans tous les pays, chacun a un mentor. Le troisième pilier, c'est une bibliothèque de ressources. Il y a des livres qu'on doit lire pour être entrepreneur. Aucun entrepreneur, on ne peut pas être entrepreneur sans lire. C'est impossible. Lorsqu'on prend un exemple, le livre de Purple Core, le taureau violet, c'est un livre de marketing qui forme au-delà de beaucoup de choses. Il y a des infos dans ce livre qu'on ne peut même pas avoir dans des masters en marketing. Mais la fondation permet de donner aux lauréats des livres qui lui permettent de se former davantage, puisqu'il faut comprendre certains facteurs avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le quatrième pilier, ce sont les meet-ups, des conférences de haut niveau pratiques qui sont faites en ligne dans les 3 langues de l'Union africaine, qui sont animées par des experts sélectionnés un peu partout sur le continent. Un exemple, de l'idée à la réalité, concept in practice. Comment partir de l'idée jusqu'à la réalité? Comment? Et les 3 experts livrent aux jeunes leur expérience. Le cinquième pilier, c'est le forum, puis c'est un programme annuel, donc c'est le forum de fin, où tous les lauréats sont rassemblés au Nigeria et on leur donne des informations, des motivations, des formations motivantes leur permettant
de poursuivre leur inspiration. Et quand moi j'y étais, le formateur disait, pour avoir du succès, il faut juste 1% de rêve. Les 99% pour l'avoir, c'est le travail. Le sixième pilier, c'est le capital d'amorçage, qui est de 5 000 $ non remboursable, qui est donné à chaque lauréat. Moi, je crois que ce programme nous dit qu'il est impossible d'entreprendre à 0 franc. Le septième pilier, c'est le réseau alumni. Et dans ce réseau, on envoie également des informations aux lauréats, des opportunités leur permettant de concrétiser leurs rêves. Pour être membre ou être lauréat, il faut juste une belle idée. Comme le dit le fondateur, une idée peut changer le monde. Mais quand il s'agit de nos universités, le master, c'est au moins 2 ans. Le doctorat, c'est au moins 3 ans. J'ai rencontré cette thèse au concours matin en 180 secondes à l'université de Lomé. Elle travaille sur les plantes acclimatées au Togo pour lutter contre le paludisme. Nous connaissons tous les effets du paludisme en Afrique. 95% des cas de maladies qui sont en Afrique, même les cas de décès. Si cette jeune dame avait été lauréate de ce programme, elle pourra poursuivre sa recherche indépendamment de recrutement d'université. Elle pourra recruter d'autres jeunes, créer des produits, notamment les produits pharmaceutiques, les pommades, pour lutter contre le paludisme. Mais si elle ne l'est pas, cette thèse, cette belle thèse sera dans les tiroirs de nos universités et les articles scientifiques seront dans les journaux. Alors, si, comme le dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, comment seraient nos universités si nous inspirons de ces 7 piliers du programme TEF Connect? Comment seraient nos universités si nous inspirons de ce modèle? C'est le thème de ma communication. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Évidemment, le rôle des fondations et peut-être des entreprises, la stratégie de responsabilité sociale de l'entreprise pour l'appui aux étudiants, aux jeunes entrepreneurs en tout cas. Alors, je vais vous donner la parole une dernière fois pour clôturer cet atelier en vous invitant à faire quelque chose qui va sûrement faire plaisir à mon collègue Jean-Noël ici, qui est le rapporteur de cette session. Délivrer un message clé de votre expérience centré sur justement le fait de susciter l'envie d'entreprendre chez l'étudiant. Quel message clé, quel conseil, quelle recommandation, fruit de votre expérience, de vos recherches ou de ce que vous avez pratiqué dans vos domaines respectifs. Cher ami. Merci. Mon mot de fin, je dirais qu'entreprendre, c'est tracer sa voie pour résoudre un problème dans la société qui nous passionne. Et donc, le jeune qui veut entreprendre a besoin de savoir comment faire. Et puisqu'il faut se baser sur des faits et non des opinions, on peut s'inspirer des programmes qui ont réussi dans le monde, notamment TEF Connect, Ecoin Green et Ali Mandela Washington Fellowship, qui forment des entrepreneurs à partir des entrepreneurs et qui les soutiennent par des financements. Merci.